Bonjour et bienvenue à l'Hebdo de la médiation. Merci de votre fidélité tous les mercredis à 12h30 et bien sûr en replay. Bienvenue à toutes et à tous. Et nous reprenons notre série sur la décision et les outils d'aide à la décision. Vous avez donc sur mediator.tv une playlist dédiée à ce cycle sur la décision. Et aujourd'hui, on va parler du nudge. Alors, je laisserai Jean-Louis, bonjour. Je te Bonjour, laisserai bonjour Jérôme, bonjour à tous. je te laisserai en parler plus profondément, plus précisément. On va pouvoir échanger sur cette thématique. Petit point, il y a quelques semaines de ça, on a fait une émission sur comment faire prendre une décision. Je vous invite à faire le parallèle. Vous regardez cette émission et puis après, vous allez voir celle-là. Peut-être que vous aurez des informations croisées assez intéressantes. Alors Jean-Louis, le nudge aujourd'hui, certains connaissent, certains d'autres vont découvrir ce que c'est, et puis on va découvrir aussi peut-être que c'est beaucoup plus utilisé que l'on pense. Donc c'est quoi ce nudge? Alors le nudge, c'est d'abord, pour parler d'autorité, d'une forme d'autorité, c'est une pratique, une théorie développée par un monsieur qui s'appelle Thaler, un, quelqu'un qui a reçu en 2017 un prix d'économie, un prix Nobel d'économie. C'est tout de suite, on se dit, mais ça doit être vraiment quelque chose de très puissant, très fort. Et comme c'est très puissant et très fort, ça fonctionne dans la vie économique. On se dit, mais alors là, c'est quelque chose qui, après avoir reçu, avoir été consacré par le prix Nobel, on peut se dire que c'est une technique qui a fait ses preuves. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette technique? C'est ça qui peut nous intéresser parce que c'est une technique qui vise, en fait, à faire prendre des décisions. Alors, comment on peut se dire que déjà, est-ce qu'il faut avoir l'esprit critique tout de suite pour dire, mais attends, amener des gens à prendre une décision, est-ce que c'est de l'économie? Évidemment, on se dit que plus les gens vont acheter quelque chose, plus ils vont aller dans un sens que l'économiste ou que le vendeur souhaite que les gens aillent, alors on va faire du business. Mais c'est pas du chiffre. L'économie, ça nous, on est habitué à ce qu'on ait des pourcentages, à ce qu'on ait des indicateurs. Et là, ils ont fait rentrer autre chose dans l'économie, et c'est ce qui a été primé. C'est assez étonnant parce que en fait, c'est de la rhétorique. Alors, on vous le dira à la fin, hein, quelles sont les figures qui sont complètement embarquées dans cette approche, mais déjà, vous savez que ce qui a été primé, c'est une manière de voir l'économie, une manière de définir l'économie en dehors des champs habituels, qui consiste à se dire, ben, en fait, on prend un tableur et puis on va faire des chiffres, on va faire des pourcentages, on va faire des prévisions, des hypothèses, hein, et on va faire en sorte que des personnes fassent des implications avec des calculs, quoi, hein. Mais c'est plus ça du tout, c'est pas de la gestion, c'est une pratique d'incitation. Alors, le mot nudge, d'ailleurs, ça remplace très très bien le mot incitation, hein. C'est parce que il faut voir que c'est vraiment très synonyme, mais ça veut dire en fait coup de pouce, mais en fait coup de coude, hein. Donc c'est coup de coude pour pousser la personne à prendre une décision. C'est juste la petite impulsion qui manquerait pour qu'une personne décide de quelque chose où elle hésite, en fait, hein. Donc c'est un anglicisme, le mot nudge, qui a vraiment été très très utilisé de manière très surprenante parce que ça s'est développé dans certains contextes économiques, comme ça, dans l'enseignement, pour pouvoir dire, ben, en fait, il y a des gens qui ont besoin de décider de quelque chose et ils n'osent pas, donc on va les pousser un peu à décider. On va les mettre sur la bonne voie. Alors parce qu'en fait, l'inventeur de cette théorisation, de cette pratique, a surtout insisté sur l'idée qu'il fallait avoir une posture éthique. Alors, tout de suite, on se dit, mais oui, mais attends, on va te pousser à acheter quelque chose dont tu pourrais avoir besoin, mais que tu n'as pas pris, t'as pas choisi vraiment de le prendre, hein. Par exemple, tu pourrais très bien te dire, oh, ben tiens, je suis à la lisière d'acheter un vélo, et puis, ben, en fait, je suis toujours en train de réfléchir à savoir ce que je ferais pas mieux d'y aller à pied ou de continuer à prendre le métro. Alors, il y a quelqu'un qui vient et puis qui te file un petit coup de coude, et puis paf, ça y est, il t'achète le vélo. Alors, ben oui, ça y est, tu as ton vélo,
mais en fait, tu as ton vélo pour combien de temps? Hein, tu vas l'utiliser, c'est ça. En fait, le nudge a des applications qui sont de ce type-là. C'est-à-dire, on t'incite, on t'amène à prendre une décision, et vous allez voir que c'est assez étonnant parce que, par exemple, la SNCF revendique avoir utilisé le nudge pour amener des personnes à prendre la bonne voie, à pas prendre les chemins souterrains qui vont s'encombrer avec les doubles fils, mais qui vont prendre seulement un souterrain, un passage où il va y avoir un sens unique. Alors comment faire? Ben, il disait ben, ici c'est sens unique, vous pouvez pas vous passez pas par là. Alors ils utilisaient l'indication des informations des véhicules, des voitures. Hein, donc à sens unique. Mais les gens, ils savaient que c'était pas sens unique, ils savaient qu'ils pouvaient que c'était plus court de passer par là. Alors, ce que les gens, la SNCF, ont imaginé en faisant un groupe nudge, c'est qu'ils allaient marquer impasse. Donc maintenant, tu arrives et puis tu vois, il y a une impasse. Alors évidemment, si tu sais pas, si que tu connais pas le chemin, ben, tu vas pas passer par une impasse. Mais tu vois des gens arriver par l'impasse. Donc, je sais pas, c'est quand même bizarre que des gens qui ont pu concevoir l'idée que des personnes pouvaient venir d'une impasse. C'est-à-dire comme s'ils habitaient là-bas, tu sais? Donc, comme s'ils venaient pas de l'extérieur. C'est quand même bizarre. Mais ils ont appelé ça une présentation nudge. Alors moi, je dirais que quand même, c'est prendre les gens pour des imbéciles, quoi, là, de ce point de vue-là. Parce que en fait, ben, ça n'a pas changé ça n'a pas changé les habitudes, puisque les gens qui étaient déjà habitués, qui connaissaient le passage, ben, ils continuaient à prendre le passage, et il y avait marqué impasse, mais c'était ridicule. Donc ils ont sorti, ils ont arrêté on voit plus là les petits panneaux impasse, parce qu'ils ont bien compris que c'était absolument ridicule, parce qu'il y a personne qui habite au bout du couloir. Hein. Donc c'était ça. Alors mais tu vois, c'est de dire que dans les entreprises ça s'est propagé dans les institutions, parce que les personnes se sont persuadées que c'était une bonne chose. Il y a un autre truc, hein, je vais te passer la parole juste après, il y a un autre truc qui a été fait, qui a été emballé sous la présentation Nudge aussi, c'est la mouche au fond des urinoirs. Hein, tu sais, parce qu'on disait, mais il y a des gens qui pissent à côté de l'urinoir, il y en a marre, alors comment faire pour les amener à se concentrer sur le fond de l'urinoir? Alors, ben, pour les garçons, évidemment, hein, donc, c'était les urinoirs. Donc, ils ont mis une mouche au fond de l'urinoir en nous disant que ça allait nous inciter, nous, les hommes, à viser la mouche. Tu vois? Mais en fait, c'était avant le nudge. Mais ça a été une manière de présenter la chose, hein, de se dire, ben, en fait, on va nudger les urinoirs. Alors, c'est comme ça que c'est présenté. Mais alors, il y a eu d'autres cas de figure. Hein. Il y a eu, par exemple, l'appel d'offres qui a été fait pendant la période, juste avant la période et pendant la période de Covid-19. Hein, les gouvernements, antérieurement, avaient déjà, aux États-Unis et en Angleterre, avaient déjà mis en place des groupes nudge pour inciter les gens, par exemple, à faire des déclarations d'impôts pour inciter les gens à payer, évidemment, à payer leurs amendes. Et comment on fait pour pouvoir faire en sorte d'augmenter en fait le versement spontané. Et à la limite, on pourrait même nous inciter à faire une cotisation annuelle pour anticiper les amendes. Pendant un temps, moi, en voiture, tu vois, on aurait pu me proposer un abonnement. Parce que, parce que à chaque fois, je me prenais pour 1 km/h, je me suis pris des amendes, je me suis dit, bon, au bout du compte, j'aurais avantage à avoir un abonnement. Ils auraient fait cette proposition, c'était pas la peine de nudger l'affaire. Hein. Donc, mais c'était une manière de dire, les gouvernements avaient utilisé ce genre d'outils, de concepts. Alors, c'est quoi? Ben, ce sont des gens qui se réunissent, et je dis, dans le cadre de l'appel d'offres qu'il y a eu, hein, c'était faire en sorte que les personnes puissent décider par elles-mêmes d'aller se faire vacciner. Donc ça a été un gros travail de réflexion. Vous avez vu, par exemple, attention, vous allez tous tuer votre grand-mère, même si vous n'en avez pas, vous risquez de tuer la grand-mère du voisin. Et on a vu ça dans les spots de télévision. D'où est venue cette idée sordide quand même, hein, parce que les grands-mères et les grands-pères sont quand même morts dans les EHPAD, dans les hôpitaux, sans pouvoir être visités par leur famille. Mais pendant ce temps,
on disait dans la télévision, attention, vous allez tuer votre grand-mère. Et puis au moment de Noël, les grands-parents devaient rester dans la cuisine. On se dit, mais d'où viennent ces idées absurdes? Eh bien, je vous rassure, c'est fait par des gens très intelligents, c'est fait par des économistes, dit-on, des économistes de la pensée. On fait de l'économie dans la pensée, on pense moins hein, quand on fait de l'économie de la pensée. Eh bien, on fait en sorte que on va nudger toutes ces approches. Donc c'était voilà déjà la présentation très critique, évidemment très critique, mais vous voyez quand même très critique du point de vue du citoyen, mais quand même aussi d'une performance incroyable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait embarquer par les décisions nudge et ça continue. Donc on s'arrête pas là, ça va encore plus loin. Alors moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que cet outil-là, tu as parlé de plusieurs cas. Il y a un cas qui était pour fluidifier finalement le transit des personnes et que le temps soit plus court pour les personnes d'aller d'un point A à un point B. Tu as parlé de l'achat d'un vélo, donc là c'est plutôt commercial, hein, c'est du marketing c'est forcé à acheter en fait, hein. C'est une manière de vendre plus, mais en fait à chaque fois celui qui met en place ce système considère que la solution qu'il a trouvée est la meilleure pour tout le monde. C'est, alors en médiation professionnelle, hein, on appelle ça de la confusion Oui. identitaire. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé, la solution que j'ai trouvée est la meilleure pour moi, donc elle est la meilleure pour les autres. Et donc, je vais imposer cette solution tout en faisant croire que c'est l'autre qui a fait ce choix. Donc, c'est cet aspect-là qui peut être un peu particulier. Alors, ça peut être fait de manière éthique, hein, ça peut être justement pour éviter des accidents. Il peut y avoir des panneaux nudgés pour inciter les personnes à passer d'un côté ou de l'autre pour éviter un endroit dangereux. OK, ça, c'est avec un but Ah oui, alors ce éthique. que tu dis là, c'est important parce que quand tu soulignes cet aspect, c'est de savoir est-ce qu'on donne la bonne information ou est-ce qu'on détourne l'information? Est-ce qu'on cache une information? Hein? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est honnête dans la diffusion de l'information? Ou est-ce que parce que c'est ce que disait Thaler, c'est qu'il a inventé pour ça un concept qu'il a appelé l'homo economicus. Alors évidemment, ça a beaucoup plu dans l'environnement intellectuel. Hein, on devrait peut-être inventer l'homo mediaticus, tu vois, ou mediatinus, peut-être, médiation, tu vois. Il faudrait trouver, pour dire, mais voilà, il faut absolument qu'on invente quelque chose comme ça pour pouvoir faire passer une idée. Donc l'idée, elle est passée en se disant, voilà, on a un humain qui fonctionne dans la vie en société et qui est toujours en train de faire du brassage économique. Alors, comment on va l'aborder? Alors, tu le dis, la question, elle est, est-ce éthique? Et est-ce respectueux, en fait, des personnes et surtout, n'est-ce pas méprisant en réalité pour les personnes? Parce que méprisant au sens, comme tu le dis, les personnes qui mettent en place ces groupes nudge sont persuadées qu'ils ont la bonne solution. Je ne mettrai pas, je mettrai pas en cause, a priori, la probité intime des personnes qui font ces choix-là en disant, mais en fait, ils veulent pas de mal aux autres. Hein. Je pense pas du tout qu'il y ait une volonté de faire du mal. Mais en tout cas, il y a une volonté de se faire du bien, ou il y a une volonté, en tout cas, de faire passer son idée comme étant la meilleure, celle qui doit être appliquée par les personnes. C'est ce qui s'est passé pour Covid. Hein. Alors, il y a un élément complémentaire, c'est aussi de considérer que quelle est l'information qu'il faut donner à un public particulier pour qu'il puisse prendre une décision par lui-même. Et si on considère qu'il ne faut pas donner tous les éléments permettant de faire le choix, mais plutôt de donner un prêt à mâcher, un prêt à consommer, Un prêt c'est à aussi penser. un prêt à penser, c'est de considérer que la personne qui va recevoir les informations n'est pas en capacité de réfléchir correctement par elle-même. Il y a Alors aussi c'est cet ça, aspect-là. c'est bien la différence qui existe. C'est-à-dire que, bien évidemment, la tentation est forte euh, par des personnes qui réfléchissent
en termes de les autres ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, vraiment. Donc, on va leur apporter une information qui va les amener à se décider. Alors, par exemple, dans le cadre de la médiation, vous savez, c'est pas le nudge qui l'a inventé, mais c'est digne du nudge. C'est par exemple, en médiation, l'accord va être gagnant-gagnant. Alors ça, c'est formidable, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que praticien de la médiation, ça fait 23 ans que je fais des médiations très, 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 très régulièrement, et je peux vous dire que c'est perdant le moins possible, hein. C'est pas gagnant-gagnant, hein. Ça, c'est gagnant-gagnant, ça n'existe pas. Ça n'existe que quand on est en train de négocier, j'ai déjà dit X fois, on est en train de négocier entre partenaires et on sait que les perdants, ils sont pas là, hein. Donc, tu vois, donc c'est gagnant-gagnant, c'est une fiction, un raccourci intellectuel qui fait que on peut se dire, bah tiens, en fait, les gens vont sortir de là avec la médiation et regardez cet argument formidable, c'est que vous allez gagner-gagner. Et donc maintenant, vous le savez, vous êtes informé, et que si vous allez voir le juge, eh ben, il y aura un perdant et un gagnant. Voilà. Donc, c'est par opposition comme ça qu'on se dit, bah, les gens vont choisir. Alors, c'est quoi? Ben, vous voyez qu'en fait, ça fonctionne sur quelque chose de précis. Les enjeux et les intérêts. Gagnant, gagnant. Hein. C'est les enjeux et les intérêts. Or, un conflit, c'est pas les enjeux et les intérêts, on sait bien. Il y a des gens qui sont capables de perdre des millions. J'ai vu, hein, sur des héritages, par exemple, des héritiers, ils se trouvent pas d'accord pendant des années, des dizaines d'années. Il y en a qui meurent pendant ce temps. J'ai vu 30 ans, au bout de 30 ans, 40 ans de conflits entre des gens, des héritiers. J'ai vu des maisons s'effondrer, des maisons qui étaient absolument formidablement belles, et puis les parents meurent, les héritiers ne s'entendent pas, et ça fait 30 ans, il y a un arbre qui a poussé dans la maison. Et donc, évidemment, la toiture a explosé, etc. Mais ça n'a pas fait, hein. Il y a l'un des héritiers qui est mort, et les deux autres sont encore en train de s'entre-déchirer, enfin de pas se mettre d'accord, hein, avec un notaire qui bouge pas. Donc, on pourrait se dire gagnant-gagnant. Ben non, en fait, les enjeux les intéressent, ça les intéresse pas. C'est pas là-dessus. Il y a une problématique relationnelle que j'ignore, mais que je vois, je vois bien qu'elle perdure et qu'elle empêche les personnes de trouver un accord. Donc, évidemment que le nudge est un outil qui est centré sur les enjeux et les intérêts et sur des aspects pratiques qui sont de fait a priori trompeurs. Alors, maintenant que j'ai dit que le nudge était quelque chose de négatif, évidemment que la réflexion qui permet d'imaginer une solution nudge est utile. Je dis bien la réflexion. Parce que il faut être transparent, il faut être clair sur ce qui nous amène à poser un problème. Et l'instrumentation qui est voulue par Thaler et qui est très pernicieuse, parce que il appelle ça un accompagnement libertarien, hein. Donc, c'est-à-dire avec une idée de vous êtes libre de choisir. Enfin, vous êtes libre de choisir, c'est exactement comme ça vous rappelle quelque chose. Vous êtes libre de choisir, mais si vous ne choisissez pas, on va vous poursuivre jusqu'au bout, on va vous harceler, on va même tout faire pour vous emmerder. Hein, je me souviens, il y a eu cet énoncé, cette phrase absolument sidérante de vous pouvez très bien ne pas accepter ce qu'on vous dit de faire, mais si vous ne l'acceptez pas, on va vous emmerder. Et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de personnel, notamment dans les hôpitaux, chez les pompiers, partout, dans beaucoup d'environnements. Donc ça, c'est du nudge. Et c'est pour ça qu'on peut être critique par rapport à ça et qu'on vous dit, attention, attention, soyez vigilants, développez votre esprit critique, soyez attentifs. Et puis, sachez un truc, sachez quelque chose, c'est qu'en aucune manière, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est la chose la plus intelligente à faire qu'il faut la faire. Renseignez-vous, posez les questions, posez-nous la question. Alors juste avant que tu continues, parce qu'on a beaucoup parlé finalement
des États, des gouvernements qui utilisaient le nudge. Peut-être qu'on peut citer, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, l'article fait par Benoît Colomba de la cellule investigation de Radio France. Il a fait ça en 2021 et qui s'appelle Comment le nudge a conquis la Macronie. Alors, certainement qu'on pourrait le transposer dans d'autres gouvernements et dans d'autres entreprises qui utilisent le même type de mise en place de groupes nudge, en fait. Mais là, je vous invite à aller le lire quand même après l'émission pour voir comment ça se construit, comment finalement le nudge a conquis des cercles de pouvoir, tout simplement. Voilà comment ça a été utilisé. Et en fait, comment illusoirement on nous dit que cet outil peut nous permettre de prendre les meilleures décisions pour nous-mêmes. Moi, je vous dis, dès lors que quelqu'un me dit que c'est bon pour moi, je réfléchis. Je me mets tout de suite à réfléchir. C'est-à-dire que je me dis, quand je dis je réfléchis, je me dis, je ne fais pas une pause de la pensée, hein. Je vous rappelle que réfléchir, c'est inverser. J'insiste bien là-dessus, inverser. C'est-à-dire que je me dis, quel est son intérêt à ce que moi, j'adhère à sa cause, hein? J'inverse. Je me mets pas, et c'est pas de l'empathie. Je me mets juste sur le point de vue de l'autre et je regarde quel est l'intérêt que j'aurais à me faire prendre une décision de cette nature, hein? Et, et puis là, généralement, je prends pas la décision en question. Non. Parce que je me dis, tiens, il y a un truc de caché là-dessous, et puis un truc qui n'est pas dit. Alors la personne, j'insiste bien, hein, je ne suis pas en train de dire qu'elle est de mauvaise foi. Je suis tout simplement en train de dire qu'elle ne pense qu'à son intérêt, ou qu'elle est persuadée qu'elle a la bonne solution et qu'elle n'en imagine pas d'autre, hein. Donc, vous voyez, j'ai identifié, et je pense que là, on aura fait un bon tour du nudge, même si, bien sûr, que les personnes vont pouvoir se dire, les défenseurs du nudge, ils vont dire, ouais, mais il était vachement critique par rapport au nudge. Je dirais, ben, réfléchissez. S'il est temps de réfléchir, parce que nous, on est pour la liberté de décision. C'est-à-dire qu'on sait faire un accompagnement pour que les personnes réfléchissent et prennent des décisions par elles-mêmes. On en reviendra là-dessus. Mais je voudrais quand même vous dire, pour satisfaire les personnes qui sont des défenseurs du nudge, je vais vous dire étapes, les 9 étapes pour pouvoir bien mettre en place un système nudge en disant, au nom de la liberté, mettez vos chaînes. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut sensibiliser. Par exemple, vous voulez faire ça dans une entreprise, hein, il faut commencer par un contexte un petit peu, donc comme ça vous donne une idée, mais après vous pouvez décontextualiser, pardon, et puis l'adapter à vos situations. La première chose, c'est une sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens à une thématique. Il faut prendre la thématique et puis dire, en fait, on a une difficulté, on a un problème, et ce qu'on veut faire, c'est mettre en place quelque chose de non coercitif. Que ce soit les gens qui prennent les décisions par eux-mêmes. Alors déjà, vous déclarez une bonne intention, quoi. Ça, c'est fondamental parce que les gens ils vont se dire, tiens, c'est intéressant, hein. D'ailleurs, c'est ce que ça vous fait peut-être, dire, attends, je vais vous amener sur un terrain de discussion pour pouvoir que vous preniez une décision, mais je veux pas du tout être coercitif. Je veux surtout que chacun reste libre de sa décision. Alors ça, c'est beau, hein. On est tout de suite sensibilisé à ça. Et donc, on peut déclarer aussi qu'en fait, il faut avoir une démarche d'information progressive, hein. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop abordé le sujet. On se déclare une intention et puis avec une information progressive et on définit un objectif. On définit un objectif qui va être mesurable, qui va être quantifiable. Et c'est important qu'on puisse se dire, il faut qu'il y ait, par exemple, 80% des personnes qui prennent cette bonne décision et comme ça, ben, ça sera bien. Ça sera bien. Déjà, ça sera une amélioration importante par rapport au résultat. Donc, on donne un chiffre. Et c'est important parce que ça a été démontré dans les approches sur les neurosciences, hein. Par exemple, on vous dit ça, on vous dit, ben, il faut satisfaire l'ensemble du fonctionnement cérébral des personnes et leur donner de l'imaginaire,
leur parler de la sensibilité et puis leur donner du chiffre, quoi. Hein, même si les chiffres sont pas très fiables, peu importe, il faut qu'il y ait du chiffre parce qu'il faut que, c'est ce qu'on disait il y a quelques années, il faut que le côté rationnel de notre fonctionnement soit satisfait. Hein. Et donc, il faut qu'il y ait une approche fantasmatique et puis sensible aussi, empathique. Hein, par exemple, quand on dit à quelqu'un, non, non, mais je veux pas que prendre une décision à votre place, il faut que ce soit vous qui prenez votre décision. Ça, c'est plutôt empathique quand même, tu vois. On est là-dessus. Donc, on en est à la troisième étape, là, hein, si vous me suivez bien. Et puis après, ben, en fait, il faut bien identifier son public. Parce que à qui on parle, hein, par exemple, si on parle à une classe d'âge, à un public dans un contexte professionnel, à un public dans une strate hiérarchique, par exemple, hein, il faut bien définir quel est son public. Et puis là, quand on l'a bien défini, c'est à lui qu'on parle parce qu'on va utiliser son langage. Hein. C'est important. On va utiliser son langage affectif, parce que vous avez compris qu'il faut quand même maintenant, on a donné du chiffre, on a donné du rêve, on a fait de l'empathie, mais là, il faut taper un peu dans l'émotion quand même. Donc, on va avoir un public cible et on va pouvoir utiliser son langage où il va être sensibilisé. Et donc, on va après à voir comment on peut inciter les personnes à être responsables au regard du sens de la liberté et de la liberté de choix. C'est-à-dire que ça, il faut pouvoir le faire fantasmer par les gens. C'est-à-dire, soyez responsables. Si ça vous dit quelque chose quand même, hein, parce que c'est fort, c'est très simple. Le process est très simple. Il est permanent, il est constant. Et ça, c'est la cinquième étape, c'est de titiller le côté vous êtes libre d'être responsable. Hein, je ne sais pas si vous voyez. C'est le côté servitude volontaire. Hein. C'est habile parce que tu es libre d'être responsable, mais tu es responsable de la liberté, de ta liberté, alors qu'on t'a rien appris du tout. Hein. Mais en fait, c'est toi qui es l'acteur de ça. Et au travers de la solution que je te dis de réfléchir quand même. Hein. Et tu vois, de plus en plus, hein, ça fait quand même un petit couloir d'un abattoir. Je ne sais pas si vous voyez, ça se resserre quand même fortement. Et, et puis après, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez voir les comportements des personnes qui vont se décider, qui vont choisir, il y a un certain nombre de personnes qui ont choisi à ce moment-là, par rapport à ce discours, eh bien, il va falloir ajuster, réajuster parfois, hein, valider déjà ce qui a bien fonctionné, réenfoncer le clou, hein, comme dirait le charpentier, et puis donc bien savoir sur lequel clou il faut taper quand tu te dis, bah, c'est comme Maslow, tu te dis, bah, si t'as qu'un marteau, bah, tu utilises, tu vois tout comme un clou. Eh ben, là, c'est pareil, tu valides l'information qui est donnée, tu insistes dessus, tu enfonces l'affaire, et puis tu ajustes, juste, tu corriges, hein, tu fais un petit peu de correction, et tu fais campagne. Mais tu fais campagne fort de façon à ce que les personnes qui restent se sentent encore plus engagées par le fait de devoir décider d'adopter la décision que vous avez choisie quand même. Mais c'est bien ça le but quand même, il faut quand même pas se dire autre chose. Donc on en est à la septième étape, on évalue, on fait de la restitution à notre public, à tout le public. Et on fait une évaluation, on dit on fait campagne, on dit voilà, on vous a bien dit ce qu'on voulait, notre objectif, vous vous souvenez, eh ben on l'a pas atteint. Ben non, on n'a pas atteint. Ou alors on l'a atteint, mais c'est formidable, etc. Mais non, non, non. On veut insister encore plus, on l'a pas atteint, pas complètement, pas de manière complètement satisfaisante. Généralement, c'est ça. On sort des statistiques, on a des statistiques officielles, des tableaux, et vraiment, on fait de l'Excel à fond la caisse ou du tableur. Si vous n'aimez pas Microsoft, vous pouvez prendre n'importe quel tableur, ça fonctionne aussi. Et donc, vous avez la possibilité de faire de l'information chiffrée encore. Parce que le chiffrage, il a deux effets. Il occupe les gens, il occupe, parce que tous les gens vont chercher à voir le chiffre, si les chiffres sont bons. Donc il va toujours y avoir des discussions pas possibles. Pendant ce temps, l'action continue. Ah, c'est ça, le nudge. On est en pleine manipulation en fait, hein, parce que là, on sort quand même de l'influence. On est en pleine manip. Donc, on en est à la septième étape. Vous voyez que cette septième étape, elle est quand même déterminante. Et je vous félicite si vous en arrivez à produire, à arriver à cette étape-là sans que personne ne voit rien. Ben, quoi qu'il en soit, si quelqu'un voit quelque chose, vous savez comment il faut l'appeler.
c'est un complotiste, c'est quelqu'un qui critique trop. C'est pas la peine d'avoir cet esprit critique déplacé. On arrive à la huitième étape, et là, la huitième étape, c'est formidable. Parce que il faut faire des déclarations très paternelles, bienveillantes, même à l'égard de ceux qui ne produisent pas, ne font pas dans le sens-là de la critique, mais paternaliste, avec quelques menaces quand même aussi, hein, des menaces, parce que ça c'est pour la correction. Donc c'est ça la bienveillance, c'est on joue sur le fait de bien veiller, hein, bien veiller, surveiller, et tolérer, et limiter, corriger. Attention, faire de la prévention des risques. Alors ça, c'est encore une manière de faire, d'agiter les choses en disant, il y a des risques majeurs. Donc, on est très paternaliste, on est touché au cœur, et donc on le dit. Et puis, vous savez, c'est la dernière étape. Quoi qu'il se soit passé, ça a marché. C'est vrai, ça a marché. Donc, ce qu'il faut faire, cette neuvième étape, ne la loupez pas. Félicitez tout le monde du succès de l'opération à laquelle ils ont participé, parce qu'en fait, c'est grâce à vous si ça marche. C'est vrai, même si vous prenez une mauvaise décision pour vous, mais une bonne décision au regard de ceux qui vous ont incité à la prendre, dites-vous bien, c'est grâce à vous que ça a marché. Donc c'est du succès, c'est bien, c'est la neuvième étape. On vous félicite. Vous voyez, si vous m'avez bien suivi, vous avez noté les 9 étapes du nudge et vous voyez que le pire, c'est que ça peut marcher. C'est Orwell, hein. Alors c'est pas la peste de Camus, c'est vrai, c'est très différent le contexte, mais c'est quand même le monde, un monde idéal de contradiction, c'est-à-dire si vis pacem, parabellum, quoi. Donc tu vois, c'est exactement la même chose. Il faut du discours. Donc, quand il y a du discours, il y a forcément de la rhétorique qui entre en jeu. Et plus la rhétorique est puissante, plus l'effet escompté va venir. Et parmi ces figures de rhétorique, ben, on peut rencontrer par exemple la paralypse, feindre de ne pas dire ce que l'on dit pourtant très clairement et parfois avec force. Tu vois, je ne dirai pas tout ce que j'ai critiqué, je ne nommerai pas les personnes que j'ai fortement critiquées, mais pour lesquelles je n'ai pas en fait d'avis très opposé. On ne vous dit pas que vous serez responsable de la mort de votre grand-mère, mais quand même, pensez-y. Ça, c'était pour la paralypse. Pour la prétérition, puisque c'est le deuxième, en début d'émission, il y avait le tableau de René Magritte qui était donc ceci n'est pas une pipe. Bon, on n'en parlera pas. Mais on n'en parlera pas. Voilà. Ça, c'était l'exemple de prétérition. On n'en a pas parlé et pourtant, vous n'avez pensé qu'à ça. Il y a après l'oxymore. C'est par exemple ce silence assourdissant. Et oui, c'est l'utilisation de quelque chose, de deux mots comme ça qui sont contradictoires. Et si, c'est la relation à la vie, à la complexité du sens, hein. Donc c'est vrai. Et puis après, il y a la litote, qui est une cousine quand même de l'euphémisme, hein. Ce qu'on pourrait dire, c'est que la différence entre la litote et l'euphémisme, la litote met en avant ce que l'on atténue, alors que l'euphémisme tente au contraire d'atténuer encore plus. C'est ce qu'on peut retenir de ça. C'est qu'en fait, quand on parle de nudge, on parle de rhétorique. Et le plus étonnant, c'est que la rhétorique est rentré dans, dans une reconnaissance d'un prix Nobel pour aider les gens à prendre des décisions en disant qu'on fait de l'éthique alors qu'on fait de la manip, c'est quand même grossier. Alors, évidemment, qu'on peut se dire que c'est de l'influence, mais c'est quand même assez grossier. Et on peut même remettre en cause le fait que ce soit une nouveauté. Hein, Platon déjà disait que la sophistique était l'utilisation de la rhétorique pour faire passer ce que l'on souhaitait faire passer. C'est exactement ce que fait le nudge. Il utilise un propos qui fait venir les gens à une décision qu'ils n'auraient pas prise par eux-mêmes parce que ça ne correspondait pas ou parce qu'ils n'en ont pas le besoin. Donc, c'est pas nouveau finalement. C'est juste un Non. emballage nouveau. Voilà, moi, tu vois, c'est l'évolution, en fait, sémantique. Et ce qui séduit et ce qui est trompeur,
c'est que les mots comme ça peuvent séduire des personnes pour mettre en place des pratiques qui sont contraires à la démarche même de ce que l'on veut dire. C'est-à-dire que, tu vois, je citais Orwell par rapport à 1984, c'est-à-dire que on se dit, on va dire que la liberté, c'est l'esclavage. Et on va te le faire comprendre, on va te faire passer le message, on va te dire que la meilleure des libertés, c'est la soumission, c'est la soumission libre. Alors, tu vois, c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence avec le droit à la médiation, en disant, mais regardez quand même, quand on se dit avoir un accès libre au système judiciaire. En fait, un accès libre au système judiciaire, c'est faux, parce que les gens qui sont embarqués dans un conflit, bah, ne sont pas libres de leurs états émotionnels. Ils sont embarqués par leurs états émotionnels. Et puis après, alors, avoir un accès libre à quelque chose qui va inciter les personnes à se soumettre à une décision d'un tiers euh, accompagnés par des personnes qui vont se substituer à leur prise de parole, qui vont changer le sens même de l'analyse de la situation et du contexte. Donc, vous voyez, tu vois, le nudge, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une conceptualisation de quelque chose qui est de dire bah, comment on fait pour amener les personnes à prendre des décisions qui ne seraient pas à leur avantage. Par exemple, c'est pas du tout à mon avantage d'aller voir aujourd'hui, bah, avant quand on savait pas faire, d'accord, mais aujourd'hui c'est pas du tout à mon avantage d'aller voir un juge alors que je peux aller voir un médiateur qui va m'aider à réfléchir. C'est ça. Alors, évidemment que ça demande un effort. Évidemment que ça demande une transformation culturelle. Mais le nudge, et le nudge enfonce les personnes dans une représentation de soumission, de fatalité de soumission, tandis que, évidemment, ce qu'on propose, c'est une transformation également culturelle. C'est-à-dire que d'inciter les personnes à réfléchir et de renforcer l'éducation, renforcer l'instruction pour que les personnes s'approprient des méthodes et des pensées qui vont leur permettre de prendre des décisions par elles-mêmes. C'est ça l'objectif. Donc maintenant que vous ayez eu toutes les informations sur le nudge, je pense que vous avez tout ce qu'il faut, même sous cet angle très critique. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous pouvez avoir dans cette émission la vraie instrumentation qui pourrait malheureusement vous permettre de mettre en œuvre une stratégie nudge. Et à l'inverse, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir repérer dans des publicités, dans des modalités qu'on vous propose, qu'on essaye de vous vendre sans que vous en rendiez compte, vous allez pouvoir peut-être repérer cette stratégie nudge et donc ne pas vous laisser embarquer malgré vous. Si vous vous laissez embarquer, ce sera en toute connaissance de cause et ce sera votre choix. Mais en attendant, vous allez pouvoir peut-être décrypter un certain nombre de messages qui n'ont pas vraiment pour objectif de vous laisser réfléchir, mais plutôt de vous forcer à vous décider. Merci à tous. Merci Jérôme. On se retrouve mercredi prochain. Bonne semaine à tous, abonnez-vous à mediator.tv et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche comme ça, vous êtes informés des émissions au moment où elles sont diffusées ou quand elles sont programmées. À très bientôt, bonne semaine à tous.